Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Là, c'est cette région ici qui est critique pour cette fonction et toutes les autres régions qui ont un lien direct avec cette région-là. Nous ne sommes même pas en mesure de dire le temps qu'il faisait avant-hier ou ce que nous faisions à 13h45 dimanche dernier. Alors comment pouvoir dire que quelqu'un a passé avec une bicyclette grise à tel moment et que cette personne avait l'air grande ou avait une casquette sur la tête, etc. et que ça se passait à ce moment précis? Ça, c'est quelque chose de très très relatif. Un des éléments prioritaires pour suspecter qu'il y ait une dimension de véracité, c'est que ce souvenir n'ait jamais été oublié. On a parfois l'impression que les souvenirs sont le reflet de la réalité. Pourtant, la mémoire est faite d'émotions, de perceptions. Elle peut être transformée avec la narration ou carrément inventée avec l'imagination. Dans le cadre juridique, les témoignages sont des éléments clés d'un verdict. Les procureurs doivent donc bien évaluer les récits et avoir d'autres preuves pour ne pas se fier uniquement à la mémoire des gens, car certains souvenirs peuvent être faux, même s'ils sont racontés en toute bonne foi. Dans cet hôpital psychiatrique de Malévo, on traite le passé douloureux des gens. Le psychiatre Éric Bonvin est spécialisé dans l'étude de la relation thérapeutique de l'hypnose médicale. Pour lui, la mémoire est d'abord une expérience du passé. Elle est plastique, elle se déforme et se construit. Lorsque je suis dans un souvenir, par exemple, dans la mémoire, je suis dans une dimension expérientielle et non pas factuelle. Et donc je ne vais pas restituer des faits, je vais restituer des impressions. C'est ça qu'il me reste dans ma mémoire. Ce sont des impressions, des sensations, et pas des faits. Et donc, ce que mes sensations me rapportent, c'est l'impression que j'ai eue à un moment donné, qui est subjective et qui ne pourra pas être considérée comme étant basée sur des choses forcément vraies. Vous pouvez ressentir des choses très fortes pour des choses autant vraies que virtuelles, que imaginaires, que fausses aussi. La mémoire est manipulable et c'est selon le psychiatre une vertu, puisqu'elle nous permet de nous adapter à des situations, à mieux vivre avec certains souvenirs douloureux. Lorsque des personnes souffrent d'un stress post-traumatique, par exemple, une des thérapies proposées consiste à manipuler la mémoire par l'hypnose, à soulager en transformant les souvenirs. J'ai une période en fait, de ma vie qui est un peu absente en fait. Et j'aimerais juste un petit peu comprendre ce qui s'est passé. Mais j'ai pas de souvenir de ça. D'accord. Alors je sais pas si vous pouvez m'aider à comprendre un peu mieux ce qui s'est passé jusqu'à peu près l'âge de mes 12 ans. J'ai vraiment un blanc total. Moi je ne suis pas devin, donc je ne peux pas vous retrouver vos souvenirs ou vous aider à le faire parce que les souvenirs, on ne sait pas vraiment dans ce qui s'est passé réellement, si c'est ce qui revient dans le souvenir ou pas. Par contre, je peux tout simplement vous accompagner dans une expérience où vous portez attention à vous-même, à ces souvenirs ou à cette absence de souvenirs, pour vous donner le temps de vous laisser recréer ce moment de l'enfance qui vous est cher. La seule chose qui est importante pour moi, en vous accompagnant là-dedans, c'est de vérifier que ce soit une chose qui vous convienne bien, que vous sentiez dans votre intimité à vous comme étant quelque chose de juste pour vous. Ça n'a pas besoin d'être vrai, mais ça doit être juste. Ça m'apporte du soulagement. Absolument, voilà. C'est ça. L'hypnose peut être très intéressante pour transformer les choses. Elle va vous transformer complètement un souvenir. Et si elle est utilisée à des fins thérapeutiques, elle va les transformer de manière à ce que ce souvenir puisse même devenir agréable, même s'il a été traumatisant, mais pour vous permettre de mieux vivre. Je vois un petit garçon. Oui. Tout est assez sombre autour de lui. Oui. Je ressens pas d'amour. Il attend qu'on s'occupe de lui, qu'on fasse attention à lui. Je le prends dans mes bras. Ça fait du bien. Vous profitez vraiment de cet instant-là. Ce manque d'amour que j'ai pas eu, oui.
Je sens là que j'en ai. Notre cerveau tente souvent de reconstruire un souvenir, quitte à l'inventer tout simplement avec des éléments plausibles et de l'imagination, à créer donc de faux souvenirs, un phénomène souvent observé et documenté par les experts. Dans le film Valse avec Bachir, le personnage principal a oublié une période traumatisante de sa vie lors de la guerre du Liban et il tente de comprendre pourquoi. Son ami psychologue lui explique alors le syndrome des faux souvenirs. C'est très particulier la mémoire. Je te raconte une expérience intéressante qu'on fait en psychologie. Tu prends un groupe de personnes et tu leur montres 10 photos de leur enfance. 9 des 10 photos sont authentiques. La 10e est un montage. On a pris leur image et on l'a incrustée dans un décor de fête foraine, où ils n'ont jamais mis les pieds. Tu en as les 4/5e qui se sont reconnus dedans, dans la photo qui n'avait jamais été prise. Ils s'en souviennent. Les 20% normaux qui ne se souviennent pas rentrent chez eux. On leur dit, c'est pas grave, ça vous reviendra peut-être un jour. Ils reviennent avec la photo en disant, je me souviens. On est allé à la fête foraine, j'étais avec mes parents à la fête foraine, on a passé une super journée. Ils ont recréé la situation de toutes pièces. La mémoire est dynamique, elle est vivante. S'il y a des détails qui manquent, même si ce sont d'énormes trous béants en plein milieu, la mémoire se reconstruit jusqu'à fabriquer un événement fictif. Un des éléments prioritaires pour suspecter qu'il y ait une dimension de véracité, c'est que ce souvenir n'a jamais été oublié. S'il a été oublié, il y a pratiquement... Aujourd'hui, les experts de ce domaine disent s'il a été oublié, on considère qu'il y a pratiquement aucune chance qu'il y ait un élément de véracité. C'est probablement de la reconstruction complète. Durant les années 1980-90 aux États-Unis, on a vécu ce qu'on appelle aujourd'hui l'épidémie des faux souvenirs. Une vague de personnes traumatisées qui, suite à des séances d'hypnose, ont retrouvé l'agresseur sexuel de leur enfance et ont accusé à tort un père ou un grand-père. Alors que l'hypnose est utilisée pour soigner des patients, elle a aussi été utilisée dans le cadre de procès. C'est ce qui est arrivé à Salabana. Cet homme, qui a fait l'objet d'un reportage de Temps Présent sur le thème de l'hypnose, croit avoir été victime d'un faux souvenir. Ils m'ont traîné de force vers la haie le long du trottoir. J'ai bien essayé de me défendre, mais l'un des deux me menaçait d'un couteau. L'un m'a violée pendant que l'autre me tenait. L'histoire qui l'accompagne est sinistre. En 1995, une femme se fait violer brutalement par 2 hommes alors qu'elle est arrêtée en voiture à un feu rouge. 3 ans plus tard, aidée par un centre, elle porte plainte contre inconnus. Elle ne se souvient plus du visage de ses agresseurs. Elle suit alors plusieurs séances d'hypnose et arrive progressivement à dresser un portrait robot des 2 hommes. Salabana est l'un d'entre eux. Alors qu'il est au poste de police pour une toute autre affaire, un policier lui trouve une ressemblance avec le portrait robot. Des photos sont montrées à la victime, qui le reconnaît. Salabana est accusé. C'est ce portrait robot? Ah, c'est celui-là. Je pris ça comme une blague. Je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux. Je m'attendais au plaisanter, c'est une caméra cachée ou c'est quoi? Mais je rigolais avec le policier, j'ai vraiment pas pris ça au sérieux. 3 ans et demi plus tard, on vous demande qu'est-ce que vous faites, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez. Moi, je ne me souviens pas de ce que je mangeais hier soir, puis vous me demandez si on est en fuite. Non, puis ils n'arrêtaient pas de me poser la question, ils assistaient à savoir, oui, la même question. À la fin, je ne supportais plus, je dis, mais écoutez, j'aimerais savoir pourquoi vous me posez ces questions, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a une femme que vous avez reconnue d'avoir agressé. Salabana purge 2 ans de prison jusqu'à ce que le tribunal fédéral casse le jugement et reconnaisse que l'hypnose n'a pas de valeur juridique. Mais il repasse devant la justice genevoise et la Cour de cassation rejette son recours. Il purge encore 8 mois en semi-liberté avec un bracelet électronique. L'histoire comporte plusieurs zones d'ombre. Salabana est-il le coupable retrouvé grâce à un portrait robot dressé suite à une séance d'hypnose 3 ans après les faits? Nous ne le saurons certainement jamais. Mais aujourd'hui encore, 10 ans après avoir retrouvé la liberté, il clame son innocence. Je suis complètement détruit. Je n'ai pas le droit de travailler, on m'a mis à l'hospice général. Je suis aidé par le professeur Vassali. Et puis voilà. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'en Suisse, donc un pays qui est bien avancé, comment est-ce qu'on peut accuser quelqu'un sans preuve, sans test ADN, sans rien. J'ai toujours peur de sortir puis qu'on me met quelque chose sur le dos qui peut venir de n'importe où.
Si on vous dit il y a eu une erreur judiciaire, à savoir que nous avons par exemple retrouvé les 2 agresseurs, vous seriez très très étonné. Oui, je serais non seulement étonnée mais aussi excessivement déçue parce que je pense que j'ai apporté assez de preuves et il y a assez de choses qui ont fait que ces gens étaient mes agresseurs. Mais vous ne vous accordez pas le droit à l'erreur. Parce que tout le monde peut. C'est comme une publicité pour eux d'avoir trouvé 2 personnes à travers l'hypnose 3 ans et demi après. Qui d'autre a été confronté à cette dame? Personne, juste des portraits robots, des portraits robots, des portraits robots. Puis après, ce portrait robot était fait par le psychologue. Voilà, donc pour eux c'était un miracle. Oui, on les a trouvés, on les a trouvés. Je dirais non, vous ne les avez pas trouvés, vous avez accusé 2 personnes, voilà. Moi, ma vie, elle s'est arrêtée à cette époque, puis depuis cette époque, voilà, donc je pense qu'à cette époque-là. Il y a un siècle, on faisait des thérapies par l'oubli, et ça marchait très très bien. Et c'était même, l'hypnose était utilisée pour oublier, pas pour se remémorer. Et c'était très important, ça permettait à les personnes justement de se libérer de souvenirs qui les handicapaient dans leur vie de manière très grave. Mais aujourd'hui, l'individu du XXIe siècle, en tout cas dans le monde occidental, accorde une telle importance à sa mémoire qu'il ne supporte pas l'oubli. Aujourd'hui, nous souffrons, lorsqu'une personne oublie une partie de sa vie, elle en souffre. Elle va plutôt consulter en disant « il manque un bout de mon existence et je ne suis pas à l'aise avec cela ». Et ça, c'est propre à notre culture, c'est un phénomène culturel et anthropologique. Notre société craint l'oubli, alors la mémoire a tendance à se reconstruire d'une manière ou d'une autre. Un phénomène naturel, pas tellement grave dans la plupart des cas, mais qui peut être extrêmement délicat dans le cadre juridique. Ces procureurs ou futurs procureurs suivent une formation dans le cadre de l'Académie de police de Savatan. Dans leur travail, ils doivent conduire les enquêtes pénales, entendre des prévenus et des plaignants et savoir apprécier la vérité et le mensonge font partie de leurs lourdes responsabilités. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est quelles ont été précisément les choses qui ont été dites. On a un certain nombre d'éléments auxquels je viens de vous confronter, qui sont pour le moins troublants. Je pense que maintenant, c'est le moment pour vous de nous donner des explications concrètes. Vous faites une construction d'éléments et puis vous essayez... C'est pas une construction d'éléments, c'est un certain nombre d'éléments qui contredisent vos déclarations. Et puis ensuite, alors c'est monter ça comme une espèce d'éléments à charge. Non, je ne comprends pas ça. Au terme de son enquête, le procureur présente ses conclusions au juge. Ces derniers doivent aussi entendre les témoignages, en gardant à l'esprit qu'ils peuvent être parfois solides, parfois fragiles. Ben oui, c'est 23h. Oui, le téléphone a été passé à 23h20, donc après que vous ayez quitté l'hôtel, ça ne colle pas du tout avec les déclarations que vous avez faites précédemment. Nous ne sommes même pas en mesure de dire le temps qu'il faisait avant-hier ou ce que nous faisions à 13h45 dimanche dernier. Alors comment pouvoir dire que quelqu'un a passé avec une bicyclette grise à tel moment et que cette personne avait l'air grande ou avait une casquette sur la tête, etc. et que ça se passait à ce moment précis? Ça, c'est quelque chose de très très relatif, d'où la difficulté d'être juge d'instruction d'abord et d'être juge criminel. Parce que le juge d'instruction et le juge criminel doivent, eux, rechercher la vérité absolue. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a le moindre doute, il n'y a pas de place pour une condamnation. Il y a un doute sur des éléments factuels qui conduisent à la condamnation, et si ce doute est insurmontable, il faut à ce moment-là acquitter. Tout doit jouer en faveur du prévenu ou de l'accusé. Alors dès le moment où l'on arrive à une situation où il y a une place pour l'ambiguïté, pour l'équivoque, pour le doute en définitive, le juge doit s'abstenir de juger. Et je crois que les juges ont fini par comprendre ça, parce qu'autrefois ça n'était pas comme ça. Je ne veux pas répondre à ça. Je vous ai expliqué, on s'est empoigné et puis voilà. Et puis... Non mais j'ai un peu l'impression, d'après la manière dont vous me répondez, qu'il y a un moment donné où elle a saigné. C'est ce que vous laissez entendre entre les lignes. Alors j'aimerais bien que vous puissiez vous expliquer. Je comprends que les circonstances étaient difficiles pour vous. Ça, je suis tout à fait prêt à vous croire. Maintenant, j'aimerais aussi comprendre comment les choses se sont déroulées et comment on a retrouvé du sang sur l'une de vos chaussures. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait des preuves formelles, avec un certain nombre de preuves qui valaient tant de points, etc. On additionnait les points et au bout du compte, si les points étaient suffisants, on condamnait, même si tout ça paraissait un peu brinque-ballant. Maintenant, il faut que le juge puisse apprécier en son âme et conscience, comme on dit,
selon son intime conviction, comme on dit d'autrefois, si oui ou non la personne poursuivie a commis les faits qui lui sont reprochés et qui pourraient conduire à sa condamnation. Le juge peut se fier à un seul témoignage s'il est clair, cohérent, qu'il corrobore avec d'autres preuves. Mais il est aussi conscient des défauts de notre mémoire. Une mémoire qui se reconstruit constamment, qui nous permet aussi d'aller de l'avant. Les faux souvenirs sont en fait le prix à payer pour que notre mémoire soit flexible et utile à notre vie présente. Mais il faut rester conscient de toute sa fragilité. Pour mieux comprendre comment fonctionne ce phénomène de reconstruction ou de confusion de la réalité, nous rencontrons le professeur Armin Schneider du service de neurorééducation de l'Université de Genève qui a publié un ouvrage sur les fabulations. Il traite ici des personnes qui ont perdu la mémoire suite à des AVC, des virus ou l'alcoolisme par exemple. Des gens qui parfois se reconstruisent une fausse vie et confondent la réalité. J'ai retrouvé le matériel déjà 8 ans comme ça. Professeur Armin Schneider, vous êtes médecin-chef au service de neuroéducation au HUG. Vous avez aussi écrit un livre sur les fabulations. Comment savoir si un souvenir est vrai ou faux? Pour moi, c'est un secret, un mystère, comment le cerveau pourrait vérifier si la mémoire qui s'active est vraiment le reflet de ce qu'on a vécu il y a quelques années auparavant. Et en réalité, finalement, on a juste ces traces de mémoire à disposition. Et typiquement, évidemment, on n'accepte pas une trace de mémoire qui paraît implausible. N'est-ce pas? Vous vous souvenez certainement pas de votre dernière promenade sur la Lune parce que c'est tellement implausible qu'on n'accepte pas une telle mémoire. Mais autre que la plausibilité, avec d'autres expériences qu'on a, le cerveau n'a pas de possibilité de vérifier si la mémoire est correcte ou pas. Est-ce que c'est inné chez l'homme? Est-ce que c'est un moyen de se protéger, de créer des faux souvenirs? Notre mémoire n'est pas seulement là pour se souvenir du passé. Le seul avantage de la mémoire, c'est de pouvoir planifier l'avenir, pour planifier nos actes, pour être plus sage, pour planifier cet avenir. Donc, il nous faut une mémoire qui soit flexible. Et toutes nos pensées sont basées sur les mémoires. Donc, si on veut que ça soit flexible, on risque évidemment que des informations incorrectes pénètrent dans nos mémoires. Forcément, avec le temps, les mémoires ne sont plus précisément le reflet de ce qu'on a vécu, mais sont l'élaboration de notre cerveau. Est-ce qu'il y a des cas particuliers dans lesquels on peut être amené à créer des faux souvenirs? Oui, il y a certainement des situations où le sujet sain peut être amené à avoir des faux souvenirs, et c'était particulièrement bien étudié dans le contexte du monde juridique, où on a bien regardez qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un croit à quelque chose qui n'était pas réel. Et on sait que c'est assez facile de modifier le souvenir de quelqu'un. Par exemple, si on le pousse à produire une réponse, n'est-ce pas? S'il n'est pas sûr et on le pousse à... Si on lui suggère quelque chose? Ça, c'est encore pire. Si on lui suggère quelque chose, il va intégrer une partie de cette information. Si c'est même lui qui doit générer l'idée, mais est-ce que vous avez pensé pas que vous avez vu telle et telle personne à tel et tel endroit? Est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'était une personne avec une moustache? Ou... Si on suggère comme c'est des informations, ça laisse des traces dans la mémoire. Et on sait que c'est particulièrement facile à induire des fausses mémoires si on se souvient déjà pas très bien de la situation, comme elle a eu lieu, et si l'information qu'on donne après est plausible de nouveau. Vous travaillez ici en clinique avec des patients qui ont subi des traumatismes. Vous donnez l'exemple dans votre livre d'une Madame B qui était complètement désorientée quand elle est arrivée suite à un traumatisme crânien. Elle était dans l'unité comme patient qui oubliait tout, une amnésie extrêmement sévère, mais elle ne se rendait pas du tout compte. Elle pensait qu'elle devait travailler chez nous. Elle voulait organiser des soirées qu'elle avait organisées 20 ans auparavant, et en grand stress parce qu'elle savait qu'elle avait cette obligation d'organiser tout ça. Elle ne pouvait pas sortir de cette réalité. Cette patiente du professeur Schneider a particulièrement fasciné les chercheurs. Son témoignage est inédit. Suite à une importante rupture d'anévrisme, elle perd la mémoire et pendant plusieurs mois, elle vit dans une autre réalité. Vous travaillez encore? Oui, je travaille encore. Où est-ce que vous travaillez? Actuellement,
Actuellement, je suis engagée à la polyclinique de Genève. Dans quel secteur? Quelle spécialité? En physiothérapie. Vous êtes spécialiste en physiothérapie? Je ne suis pas spécialiste, je suis psychiatre. Oui. Mais actuellement, il y avait une place là-bas. Quand je terminais mon travail en psychiatrie, je suis allée là-bas pour travailler en physiothérapie. Madame B est en fait retraitée depuis 15 ans lors du tournage de cette vidéo. Mais elle est persuadée de travailler ici. Il lui arrive donc de quitter sa chambre ou une thérapie pour aller s'occuper d'une urgence. Oh, docteur Morard, s'il vous plaît, vous pouvez prenez le lit de l'autre côté. J'ai une urgence à la salle 12. Oui, il faut se dépêcher. Il y a un IVC du K4XWZ. Non, mais c'est celui-ci que le patient a besoin. Mais oui, c'est à moi. C'est pas à vous. Non, mais je ne pas avec vous. Qu'est-ce que vous avez encore comme programme aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai encore une soirée chez moi. Et qui est-ce qui viendra? Il y aura mes collègues, ma famille de Pologne. Et il y aura aussi le physiothérapeute qui me soigne. Mais vous savez ce que vous allez encore faire cet après-midi et ce soir? Oui. Alors, je rentrerai à la maison maintenant. Je vais préparer cette soirée. Ensuite, ma famille et mes amis vont vers 6 heures. Vous avez quel âge à peu près? 40 ans. 40 ans, oui. Un peu plus, excusez-moi. Presque 50. Presque 50 ans. Oui. Madame B n'a pas 40 ans sur ces images. Elle a en réalité 63 ans. Depuis son accident, elle vit avec un stress important car elle croit devoir préparer une réception pour le soir même. Elle risque de fuguer pour rentrer chez elle et elle réagit vigoureusement si on lui empêche de faire ce qu'elle croit devoir faire. De l'hôpital. Non, il sort s'il te plaît. Mais c'est pas possible que vous n'ayez pas encore commencé. Non, il sort s'il te plaît, à nos chambres. Mais le chef vous a... Le problème dans le cas de Madame B n'est pas ses fabulations en tant que telles, mais plutôt sa grande conviction liée à cette réalité qu'elle a créée. 6 mois après son hospitalisation, elle a pu regagner son domicile et elle a retrouvé un sens de la réalité. Donc chez elle, cette lésion touchait cette région-là du cortex orbitofrontal. Nous avons vu que tous les patients qui ont ce trouble ont soit une atteinte à cette région ici, soit une lésion d'une région du cerveau qui a une connexion directe avec cette région. C'est un trouble qui est, heureusement de nos jours, il est très rare. Quels sont les traumatismes qui peuvent amener les gens à vivre dans des fabulations? Il y a différentes causes. La cause en elle n'est pas importante, c'est la région du cerveau qui compte. Et c'est toujours la région juste en dessus des yeux, ce cortex orbitofrontal qui est très critique, ou les régions qui sont en lien avec cette région. Mais ça, typiquement, c'était saignement dans cette région. Il y a un vaisseau qui passe juste en dessous et qui peut éclater s'il y a une faiblesse de la paroi de ce vaisseau, ce qu'on appelle un anévrisme. Une autre situation assez fréquente, c'est les traumatismes crâniens qui touchent en particulier cette région, mais ça peut être une tumeur. L'étiologie ou la cause la plus fréquente il y a 100 ans, c'était encore manque de vitamines, malnutrition, typiquement dans le contexte de l'alcool, parce que l'alcool ne contient pas la vitamine critique. Votre plus grand défi dans ce domaine, quel est-il à l'heure actuelle? Il y a encore beaucoup de défis. Par exemple, si un patient a cette confusion de la réalité, on n'a pas encore de traitement qui fonctionne sûrement. Donc ça, c'est un problème. Après, nous aimerions bien résoudre ce mystère. Pourquoi quelques personnes sont plus fortes dans l'adaptation de la pensée à la réalité que d'autres. Donc là, nous avons des études en cours. On aimerait mieux savoir à quel point ce mécanisme spécifique s'exprime dans une certaine période de la pensée et comment il se distingue d'autres mécanismes. Et il y a un autre mystère, c'est que nous ne savons pas vraiment comment des sujets qui ont cette lésion, qui ont cette confusion de la réalité, comment ils peuvent récupérer, parce que toutes ces personnes, un jour ou l'autre, ça peut prendre des mois, des fois, retrouvent la réalité.
La plupart restent avec un trouble de la mémoire sévère, une amnésie. Ils ne peuvent pas enregistrer des informations, mais au moins ils retrouvent la réalité, ce qui permet une vie beaucoup plus indépendante que quelqu'un qui ne perçoit pas correctement la réalité. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas quel est le mécanisme qui compense cette fonction perdue. Quelle région du cerveau reprend cette fonction? Alors, professeur Schneider, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Elisabeth Loftus, psychologue américaine et chercheure émérite dans le domaine des faux souvenirs, a écrit cette phrase « La mémoire est vaporeuse et fluide comme les nuages ». Une belle métaphore pour illustrer que la mémoire change, qu'elle évolue, qu'elle s'en va parfois, qu'elle se reconstruit et que les faux souvenirs sont un phénomène tout à fait naturel. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la revoir sur notre site internet ou notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée.